Bonjour à tous, merci. Merci pour cette troisième intervention de la journée, de cette première journée du sommeil. J'ai la chance de recevoir Sandra, qui est une amie chère à mon cœur, qui accompagne beaucoup de familles sur le sujet du sommeil. Et aujourd'hui, on va donc parler de sommeil et qu'est-ce que ça incarne dans la société, qu'est-ce qu'on attend des enfants, qu'est-ce qu'on attend des parents. Alors, on va essayer de remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit. Et Sandra va vous guider sur ce chemin, parfois pas toujours simple en tant que parent face aux injonctions. Je vais la laisser se présenter. Merci beaucoup, Lucie, déjà pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. C'est vrai que le sommeil, maintenant, ça fait 5 ans que je suis consultante en sommeil. Je suis aussi pro de la petite enfance et c'est mon quotidien d'accompagner les familles dans leurs challenges face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec le sommeil de leurs tout petits et parfois des plus grands aussi, parce que ça ne s'arrête pas à la période 0-12 mois, ça va bien au-delà parce qu'il faut du temps pour que le sommeil se mette en place. Donc c'est vrai que je suis très heureuse de pouvoir en parler aujourd'hui et j'avais vraiment à cœur qu'on fasse vraiment un échange autour, plutôt informel, autour des mythes par rapport à ce que la société attend de nous, par rapport à la pression que peuvent se mettre les parents, et pas que ce soit un cours didactique sur comment faire dormir son bébé, parce que ici c'est pas l'objet, c'est vraiment de se dire, ok, bah, je suis parent, j'ai des difficultés de sommeil, pourquoi ça arrive, est-ce que c'est le cas de tout le monde ou pas, de pouvoir se positionner aussi par rapport aux autres et puis de pouvoir s'affranchir un peu des avis non sollicités, de la pression qu'on peut avoir du pédiatre, de la belle-mère, de la copine qui a un enfant merveilleux qui dort 12 heures après son accouchement. Tu sais, on a toute une copine dont le bébé a dormi tout de suite après la maternité, mais ce n'est pas la majorité des familles. Donc voilà, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le sommeil, c'est un vaste sujet, pardon. J'en parlais juste avant avec Cédric Rostin, qui vient d'avoir un petit garçon et qui disait l'importance de ce sommeil. Il est en plein postpartum avec sa femme et du coup, Mm, il ressent bien, lui qui a voilà, à cœur d'accompagner sa fille avec toute la bienveillance. Il me dit que bah, voilà, c'est compliqué quand on a mal dormi. Donc, c'est vraiment un sujet central, que ce soit pour le mm, reste de la famille, pour le couple, pour bien soi, pour sûr. le travail. Bref, c'est un gros sujet. Moi, mes enfants ont parfois un peu de mal à dormir. On a bien avancé avec mon fils et Sandra n'y est pas pour rien, on va dire, hein, parce que vraiment, elle les a bien accompagnés pour qu'ils deviennent un peu plus autonomes. Mais je pense que voilà, c'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est se questionner sur ces remarques. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mal, et ça va être l'introduction, c'est entre les remarques du style «Ah, il ne dort pas, genre, tu es donc une mauvaise mère». De toute façon, c'est Mm, jamais la faute du papa, comme on disait avec Cédric. Et puis, bah, de toute façon, tu sais, nous, on le mettait dans la chambre la plus loin de la maison, et du coup, on l'entendait pas, et du coup, bah, il a dormi. Ok, super. Merci beaucoup d'être intervenu. Donc, euh, ça arrive. oui, Sandra, à toi de nous dire comment on fait là quand on sent de la matière, qu'on est hyper fragile parce que nous-mêmes fatigués physiquement pour Je se pense poser. que c'est important de comprendre que le sommeil, c'est pas que le sommeil du bébé, mais c'est, comme tu l'as dit, c'est le sommeil de toute la famille. Le manque de sommeil va provoquer des tensions dans le couple, va provoquer une fatigue intense, peut mener à la dépression du postpartum. Donc, c'est vraiment un sujet majeur pour tout le monde. Et vraiment, quand j'accompagne les familles, j'accompagne les parents, j'accompagne pas les bébés. Je leur donne vraiment des clés pour décrypter le sommeil d'un nouveau-né, comment ça fonctionne, pourquoi il dort par petites tranches de 30 minutes ou 3 heures, pourquoi il se réveille 4 ou 5 fois la nuit parce qu'il a besoin de téter. En fait, il faut comprendre que les enfants, à la naissance, sont nés pour dormir de manière fractionnée. Ils dorment, ils se nourrissent, il y a un petit peu d'éveil, ils dorment, ils se nourrissent, il y a un peu d'éveil et ils dorment. Donc c'est comme ça tout au long de la journée et la nuit. Donc il n'y a pas de rythme jour-nuit à proprement parler, puisque dans leur cerveau, il y a une petite région qui s'appelle l'hypothalamus où il y a l'horloge biologique interne. Et cette horloge, elle n'est pas prête au moment de la naissance. Donc ça va être le cas, mais au fur et à mesure du temps, aux alentours de 2 mois, là, on va avoir un bébé qui dort de manière un peu plus longue la nuit, avec plus d'éveil la journée. Mais ça se fait au fur et à mesure. Ce qui est vraiment difficile, c'est l'avant-après pour les parents.
Au démarrage, avant d'avoir un enfant, on dormait de manière ininterrompue 8 heures par nuit quand on était chanceux. Et Moi, je m'en puis, souviens plus, hein. Moi, je te jure, je pense que je suis tombée dans une faille depuis 6 ans. Je ne me souviens plus de comment je dormais et de même de ce que je faisais de mes journées et de mes vacances. La grande question c'est qu'on se posait quand même, qu'est-ce qu'on faisait? C'est ça, c'est tous ces jeunes adultes qui disent ah, je suis fatiguée, je suis fatiguée. On n'est pas fatigué. On avait l'impression d'être fatigué avant, mais quand on a un enfant, on atteint un stade de fatigue où on puise dans des ressources qu'on ne soupçonnait pas. Et c'est ça la magie de la parentalité, c'est que ça nous apprend beaucoup. Je pense que tous les parents seront d'accord pour dire que c'est un chemin extraordinaire de développement personnel où on apprend la patience, on apprend à être tourné vers l'autre, on apprend à être plus bienveillant, on a envie de faire autrement euh, que, que, que ce qu'on a reçu comme notre propre éducation. Donc ça, c'est chouette. Et je crois vraiment, j'en parle souvent avec mes familles parce que c'est un sujet qui me passionne. On est vraiment la génération qui brisons un peu les codes avec ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans. Et ça, c'est chouette. C'est vrai que même moi, quand je demandais à ma mère, non, mais vous dormiez dans la chambre, puis point, quoi. Et en fait, ils se souviennent pas. Et peut-être qu'ils nous ont laissé pleurer à ce moment-là. Là, on ne peut plus fermer les yeux. On sait que l'enfant est un être d'émotion, qu'il ressent des choses et qu'il faut l'accompagner et on a envie de faire bien. Là où ça peut être un peu piégeux, c'est de tomber dans l'hyper-contrôle, de vouloir tout faire parfaitement. Et je pense qu'on a toutes été un peu cette mère avec notre premier. On voulait tout contrôler, on voulait tout bien faire. Et on peut s'approcher de l'épuisement comme ça. Je pense que la première chose à faire quand on vient d'avoir un bébé, c'est de se faire accompagner, c'est de s'éduquer, parce que bébé ne naît pas avec un mode d'emploi. Donc c'est vrai que les parents vont chercher des informations qui vont glaner à gauche, à droite. Parfois c'est auprès de la mamie, auprès des copines, auprès de conférences, des livres qu'ils vont lire, etc. Et je pense que dans cette jungle de surinformation, parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux et on le sait, je pense qu'il faut avoir toujours cette présence d'esprit de se dire, OK, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Suivre à la lettre des plans d'action, ça fonctionne pas. Il faut vraiment ressentir les choses et se connecter à notre fort intérieur pour se dire, OK, ce que je fais là, pour moi et pour mon enfant, c'est la bonne chose à faire pour moi et s'affranchir des avis non sollicités. Typiquement, alors je ne veux pas taper sur les pédiatres, mais il y en a encore il y en a des très bien, hein, mais il y en a encore qui vont dire, ah mais madame, si votre enfant ne dort pas la nuit, c'est parce que vous allaitez. Il faudrait peut-être songer à passer au biberon, comme ça il pourra dormir. La vérité, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe, parce que un enfant, tant qu'il a besoin de s'alimenter, il va continuer de le faire pendant la nuit. Et j'ai le souvenir comme ça d'une famille que j'ai accompagnée au démarrage qui me disait oui, alors, bébé Paul, il avait 6 mois, il tète 4-5 fois par nuit, c'est très fatigant, etc. Donc, oui, on va travailler le rythme alimentaire, etc. Et avant de démarrer, elle me dit avec mon mari, on a bien réfléchi, on va passer au biberon, comme ça, on va voir ce qui se passe, si ça l'aide. Le fait est que la maman en question a écourté son allaitement pour en pensant bien faire pour pouvoir faire en sorte que son enfant dorme. Et ce qui s'est passé, c'est que l'enfant a simplement transféré son allaitement sur le biberon et du coup s'est réveillé autant de fois la nuit. Donc il y a plein de choses sur le sommeil dont il faut être conscient. À la fois, moi, il y a un conseil que j'adore donner aux jeunes parents, c'est de suivre les temps d'éveil parce que un bébé qui vient de naître a un petit temps d'éveil. Ça veut dire combien de temps je peux rester éveillée jusqu'à la prochaine sieste. Et il s'avère qu'il est extrêmement court ce temps d'éveil. Ça peut être 45 minutes, 1 heure au démarrage. Ça veut dire que si j'ai un bébé qui, parce qu'on est en famille, il passe de bras en bras, on est dans une situation hyper stimulante pour bébé, il ne dort pas pendant 3 heures. Qu'est-ce qui se passe? À la fin de sa journée, ce petit chaton, il va avoir une saturation de son système nerveux et il va se mettre à pleurer. C'est ce qu'on appelle la dysrythmie du soir. C'est pour ça que souvent les bébés font des pleurs du soir. C'est soit parce qu'ils ont reçu trop d'infos dans la journée, soit parce qu'ils n'ont pas suffisamment dormi
pendant les siestes. Et donc, il y a ces fameux pleurs qui ont une fonction intéressante puisque les pleurs permettent de libérer des endorphines, de diminuer le taux de cortisol et donc d'apaiser bébé pour qu'il dorme derrière. Et donc, quand ça arrive, ben, en fait, je cherche simplement à réconforter mon enfant. Je le porte pour qu'il se sente en sécurité, vraiment au plus proche de moi. Je le mets en portage, je tamise les lumières. J'essaye pas de tout faire pour qu'il arrête de pleurer. J'accepte qu'il passe par cette phase-là pour pouvoir simplement décharger et se dire, OK, je vais préparer ma nuit. Mm. Donc, pour moi, le temps d'éveil, c'est vraiment un indicateur clé. Et ce temps d'éveil va évoluer au cours des mois. Donc, aux alentours de 3 mois, on va avoir à peu près 1 heure et demie de temps d'éveil. Aux alentours de 6 mois, on va être à 2 heures et demie, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que bébé va transitionner de 4 siestes à 3 siestes, à 2 siestes, à une sieste, et ainsi de suite. Donc voilà, donc le temps d'éveil pour moi c'est un indicateur qui est vraiment très important. Et ce que je fais souvent, les parents me disent ah mais il dort pas cet enfant. Donc je leur propose de noter dans une application. Voilà, il y a plein d'applications sur les stores qui permettent de noter le rythme des tétés et du dodo. Et ça permet de voir que finalement, bah, il y a quand même des petites siestes de 15, 30 minutes, 2 heures par-ci, par-là. Et quand on cumule tout ça sur 24 heures, bah, on se rend compte que bébé, il est parfaitement dans sa courbe. Il est parfaitement dans le quota dont il a besoin pour bien grandir. Donc pour moi, c'est important de faire ça sans se dire à telle heure, faut qu'il dorme, à telle heure, etc. Je pense que plus on va observer son bébé, plus on va décoder ses signaux de fatigue. Il va être rougeau autour des yeux. On va vraiment avoir les arcades sourcilières rouges. On va avoir un bébé qui va se tripoter un peu l'oreille, qui va avoir le regard dans le vide. Quand on sent qu'il commence à partir, là, c'est le moment pour lui donner le biberon ou la tétée, préparer un petit rituel tout rapide. Souvent, les parents me disent, mais je ne sais pas quel rituel faire, on ne fait pas de rituel. Je suis sûre que tout le monde fait un rituel parce que ça passe par un change de couche, mise en gigoteuse, une petite chanson, des mots doux, et puis je te berce jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise, et puis je te pose dans ton lit. Est-ce que est-ce que tu as envie de nous partager, toi, comment tu Oui. as fait avec ton premier? Parce que je trouve que c'est hyper intéressant de voir la différence entre le premier et le deuxième bébé. Comment tu as fait? Comment tu t'es sentie, toi, en tant que mère à ce moment-là? Et puis, quel choix tu as fait? Je suis vraiment curieuse de savoir. Alors moi, j'étais très très loin de ma posture actuelle sur la partie parentalité. Du coup, quand mon fils est né, il avait un berceau dans sa chambre. Ouais, Donc il a fait une nuit dans notre chambre et je me suis dit, c'est impossible que je dorme avec lui, il fait beaucoup trop de bruit. oui, C'est totalement l'enfer, je n'arrive pas à dormir. J'étais un peu en mode hypervigilance. En même temps, à J2, on est souvent en hypervigilance. évidemment. Je suis sortie très vite de la matière. Du coup, il dormait dans sa chambre, dans son berceau. Et je me levais, donc il était allaité, et je me levais X fois dans la nuit. Et en fait, je finissais par m'endormir dans mon rocking chair dans sa chambre, avec lui dans les bras. Et plus d'une fois, je me suis réveillée parce que j'étais en train de... Je sentais mes bras qui lâchaient. Je me disais, un jour, je vais finir par le faire tomber. Du coup, j'essayais de rester éveillée. Donc, c'était quand même très compliqué. Je sentais bien que c'était pas la bonne solution, mais bah, c'était comme ça. Voilà. On m'avait dit qu'il fallait faire comme ça, un peu bête et Bah méchant. oui. Et je l'ai sevré la nuit autour d'1 an parce que très fatigué. Et du coup, après ça, bah, il a fini dans notre lit. Pendant un petit moment, il a fait dans notre lit parce qu'il a eu des petits soucis de santé. Plus l'arrêt de l'allaitement, ça faisait beaucoup. Et je pense qu'on était tous un peu fatigués. Euh, et c'est là que, bah, après, il a grandi, il y a eu le confinement. Il était toujours Mm, accompagné pour l'endormissement. Et c'est là que tu es intervenu parce que je commençais vraiment à avoir à la casquette. Parce que bah, je passais mes journées avec lui, je jonglais un petit 2 ans, le mm, boulot, une entreprise à lancer. Et du coup, j'en avais un petit peu marre de l'accompagnement au sommeil. Du coup, j'ai décidé qu'il fallait qu'il soit un petit peu plus autonome, en tout cas le soir. Il est toujours, il était sevré, mais ça n'avait pas résolu le fait qu'il dorme mieux la nuit, bizarrement, hein, malgré qu'il avait presque 2 ans. Comme quoi, hein, c'est pas toujours lié à l'allaitement, comme tu dis, bien au contraire. Euh, et là, on a travaillé avec toi pour le rendre un peu plus autonome. J'étais prête, je pense, et le confinement a beaucoup aidé, hein. Je passais mes journées entières avec lui, donc c'est vrai qu'on avait notre quota à chacun. mm. Et comme tu dis, c'est bien différent de ma fille.
Mm. qui est ma dernière, puisque je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Bon, je signe pas de mon sang, mais en tout cas, je prête quand même à parier mon bras droit. Et qui, du coup, a un sommeil. Alors, elle s'endort pas toute seule, mais je pense que je suis pas prête à la laisser s'endormir toute seule. On travaille sur les siestes parce que, du coup, quand elle ne fait plus de sieste, l'endormissement se passe plutôt bien. Quand elle fait la sieste, bah, c'est comme son frère, hein. Je pense que j'ai fait les mêmes. C'est trop tardif à notre goût, parce qu'on passe les 21h30. Ouais. Euh, Et du coup, elle se réveille toutes les nuits. Alors, maintenant, elle se réveille parce qu'elle va aller aux toilettes, puisqu'elle est continente la nuit. Mm. Continente le jour et nuit d'un coup. Du coup, son réveil, c'est vraiment pour aller aux toilettes. Et après, elle a du mal à se remettre dans son lit. Elle se rendort, mais faut qu'on soit avec elle. Du coup, on la prend avec nous et elle finit la nuit avec nous. Et je pense que ça nous va bien. Donc, on laisse comme ça. On fait fi des injonctions, des remarques, des commentaires. Et elle finit la nuit avec nous. Et je suis très contente de me réveiller avec son sourire le matin. Et Oh. voilà, c'est comme ça. Mais c'est super. C'est super et je dis toujours aux parents que bah, les tout petits ne sont petits qu'une fois. Donc nos enfants ne sont petits qu'une fois. Donc quand c'est le premier ou le deuxième ou le troisième et qu'on a envie d'en profiter, il faut le faire parce que c'est vrai qu'on a une énorme pression par rapport au sommeil, par rapport à tout plein de choses, à la continence, par rapport au fait qu'ils parlent, qu'ils s'adaptent bien en collectivité. Enfin, il y a tout plein de sujets et j'ai envie de dire aux parents, ben, en fait, laissez-les aller à leur rythme et allez aussi au vôtre tant que vous, ça vous convient. En fait, ce qui est difficile pour les parents, c'est pas que l'enfant se réveille, c'est que on nous prive de notre propre sommeil. Et c'est ça qui est difficile. Donc, je dis aux parents, et il y a plusieurs voies possibles. Oui, encourager son enfant, mettre en place un rituel, le fait de l'accompagner pour qu'il soit plus autonome, c'est du travail. Ça se fait à n'importe quel âge, quand vous en avez envie, quand vous êtes prêt. Mais à la fois, si j'en ai pas envie et que faire du co-sleeping avec mon enfant, et puis moitié-moitié, elle commence dans son lit, elle termine la nuit avec nous, ça nous convient, en fait, tu es détendu en tant que parent. Oui. Et tout va bien, en fait. Comme tu disais, mettre en place une routine pour amener l'autonomie, ça demande aussi des ressources en tant que Bien parent. sûr, bien Et, sûr. et clairement, il y a des moments où on n'est pas capable, parce que bah, voilà, Mm, la vie fait qu'on a des moments plus de fatigue. Et je pense que c'est un point que tu évoques qui est important, c'est qu'il faut être prêt aussi physiquement en fait, à mm. accompagner son enfant, parce que bah, là, si demain je décidais que j'en avais marre, en fait, est-ce que je suis capable voilà, d'avoir ce moment où c'est un peu plus compliqué, où bah, elle va pas forcément être contente, ça va être OK, mais elle va pas forcément être contente, ça va me demander beaucoup de ressources. Donc il faut aussi savoir dire, bon, bah, là, c'est pas le bon moment pour nous, on est fatigué, on sort de l'hiver, le printemps n'est pas encore vraiment là, donc du coup, on se laisse encore un peu de temps. Et puis, comme tu disais, c'est notre dernière, donc voilà. C'est sûr et certain. Et puis qu'elle ait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y a un moment donné où forcément les enfants vont dormir dans leur lit, vont dormir dans leur chambre, ils vont dormir jusqu'à midi le samedi. Ça va arriver à l'adolescence. Donc c'est sûr que le sommeil va changer, mais je crois qu'il faut vraiment comprendre ça, que le sommeil, ça s'accompagne à chaque instant, dès la naissance, tous les mois, toutes les années, et ça se stabilise vraiment à 6 ans. Donc, faisons en sorte de faire des choix qui nous conviennent à nous et pas sous la pression de la société, de la belle-mère, de ceci, cela, mais tu l'allaites encore, elle a 18 mois, ce serait peut-être temps d'arrêter, etc. C'est vraiment important d'être en phase. Et je me rends bien compte, moi j'ai une amie qui, sa fille, récemment quand je l'ai vue, elle a 1 an. Et sa fille, quand je l'avais vue, elle avait 10 mois, et puis elle m'a montré le setup à la maison. Donc ils ont le lit parental, et puis ils ont un lit au sol pour elle qui est collé au lit parental. Et elle me dit, bah moi le soir, je l'allaite, elle s'endort dans son lit. Et puis au cours de la nuit, bah, c'est moi qui descends dans son lit, puis ça me va comme ça. J'ai pas envie de faire autrement. Et moi, je suis hyper contente pour cette maman-là parce que, en fait, je la trouve puissante. Et de se dire, OK, ben, moi, j'ai pas envie de me la mettre dans sa chambre, dans son petit lit, etc. J'ai envie d'en profiter. Je trouve que c'est une chance qui est incroyable.
incroyable. Et il faut le faire tout au long de la petite enfance parce que c'est des moments qui vont beaucoup trop vite. Maintenant, faire des choix, ça veut dire aussi des aménagements. Par exemple, parfois, ça m'arrive de proposer aux parents de dormir séparés parce que il y a un des deux parents qui ronfle, par exemple. Donc, le parent qui ronfle, bah oui, en fait, déjà, de dormir avec un ronfleur à côté de soi, c'est pas une bonne qualité de sommeil pour soi, mais quand on a un bébé en plus, tu vois tout à fait de quoi on parle. Tiens, ton micro, il est coupé. Oui, je vois tout à fait. Non, je voulais pas te couper, mais oui, oui, j'en ai un à la maison qui est aussi somnambule en plus, donc ouais, je vois bien l'intérêt. Ben, et en fait, l'idée, c'est pas de séparer le couple, c'est de préserver le sommeil de chacun. Si on dort de manière fractionnée la nuit, parce que pendant un temps, notre enfant, il est tout petit, je veux dire, c'est OK, on peut avoir des moments d'intimité en dehors du sommeil, en fait. On va se retrouver à des moments où les enfants dorment, où on va pouvoir avoir cette proximité avec son conjoint. Mais si ça nous permet de mieux dormir et que entre deux tétés, j'ai 2 heures et demie où il faut que je dorme vraiment d'une bonne qualité, bah en fait, si je peux dormir seule, c'est encore mieux parce que ça me permet d'optimiser ce peu de temps que j'ai entre deux réveils nocturnes. Donc voilà, donc ça peut paraître cocasse pour certains, mais souvent les parents qui ont un deuxième enfant, ils viennent très très rapidement. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on a fait quand on a eu les jumeaux. Donc j'ai des jumeaux qui ont 2 ans maintenant. Et à la naissance, on n'avait pas la place de mettre de berceau dans notre chambre. Donc du coup, c'est nous qui avons investi leur chambre. Donc on avait un petit canapé lit avec les deux berceaux. Et puis au début, on dormait tous les deux ensemble dans un petit canapé qui faisait 120 de large. Et là, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. On va alterner parce que moi, j'ai besoin de bien dormir, de pouvoir étendre mes membres et de pouvoir me reposer. Et finalement, c'est ce qu'on a fait. On a alterné jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise pour laisser les enfants seuls dans leur chambre. Et ça, c'est arrivé à l'aube de leurs 6 mois. Mm. Mais je vois bien parce que j'ai été très jugeante envers des couples qui pouvaient nous partager le fait qu'ils avaient parfois des nuits où ils n'étaient pas ensemble dans la même maison, Ouais, en me disant mais c'est pas possible, on est un couple, on doit dormir ensemble. Et en ouais, fait, comme tout le reste, ça se déconstruit. ouais, Euh, mon mari est somnambule, comme je dis, il ronfle. Et en ouais. fait, on a une chambre d'amis, donc là j'y suis présentement, parce que le wifi est bien meilleur qu'en dehors de la maison. Et en fait, il y a un canapé lit dans cette chambre d'amis, un grand canapé lit, mais un canapé lit quand même. Et du coup, quand j'ai des moments où je suis un peu fatiguée, quand j'ai mes règles, enfin voilà, quand il y a des moments un peu plus intenses au travail, bah en fait, il y en a un qui descend. Et donc l'autre bah, va gérer les réveils de Marie-Lou, en l'occurrence, et il y en a un qui dort bien. Et en fait, on pourrait se dire, oh là là, mais c'est la fin du couple. En fait, pas du tout. Parce qu'en fait, Mm. je me réveille, je vais parler pour moi, mais moi, quand je dors en bas, ça m'est arrivé cette nuit, du coup, je suis hyper en forme le matin, je suis donc de bonne humeur, je suis moins irritable. Et au final, j'ai beaucoup plus envie d'être avec mon mari, que ce soit dans la sphère de discuter ou dans la sphère intime, que si j'ai mal dormi, ou j'ai envie juste Mais de lui dire, complètement, dégage. Donc, en complètement. fait, je trouve que ça, c'est, on pourrait se dire, ouais, c'est la fin. En fait, je pense que c'est le début plutôt. Parce que vraiment, Oui, alors, on a encore des nuits ensemble, mais je chéris ces nuits toute seule parce que je dors vraiment. exactement. J'ai ni les enfants ni lui qui me réveillent, parce que quand vous vous réveillez pour votre fille, que vous reveniez qui ronfle, enfin, c'est juste insupportable. Donc du coup, je pense que c'est important d'ouvrir ses œillères et de voir un peu ce qui se passe. Et quand tu... Après, je rebondis sur un autre point que tu as dit, ça s'arrange. Moi, je trouve que le sommeil s'est vraiment beaucoup amélioré avec l'école. Ouais. Je pense qu'il y avait du coup plus de stimulation, plus de fatigue dans la journée Mm. que une journée vraiment plus calme chez si c'était en assistante maternelle. C'est sûrement différent en crèche. Mais en tout cas, nous, c'était quand même assez calme. Ils étaient que deux enfants avec des grosses siestes. Donc, du coup, je pense que le rythme était trop faible, même si c'était parfait pour leur Mm. âge. Du coup, l'école est venue voilà, un peu les fatiguer, les stimuler. Et du coup, c'est vrai que le sommeil, c'est à mon fils vers 3 ans. La troisième année, ça a été encore un peu compliqué parce qu'il restait une sieste à l'école qu'on a vite supprimée. Bah oui. Vraiment, autour de 4 ans, ça a vraiment changé. Donc, la lumière au bout du tunnel arrive.
Après, ça, moi, j'ai une grande question. On va peut-être que tu vas nous répondre avant qu'on clôture, sauf si tu avais autre chose à dire, mais c'est cette suppression de sieste. Nous, c'est vrai qu'on Ouais, est vraiment entre deux. Et c'est compliqué, je trouve, de savoir à quel moment il faut la faire sauter, parce que, bah, comme on dit, les livres disent un truc, les enfants nous disent un autre. Moi, si ma fille dort, elle se couche très tard. Et donc, ouais, c'est le... mais quand elle se réveille à 7 heures pour aller à l'école, c'est dur de finir la journée. bah oui. Alors que le week-end, va se réveiller entre 8 et 9. Et donc, du coup, c'est plus facile de la faire tenir et de Mhm. la coucher à 20h30 sans que, voilà, ce soit... Mais la suppression de la sieste, elle est possible à tout âge. Je veux dire, même il y a des enfants qui sont prêts à 2 ans à supprimer la sieste. Maintenant, il faut voir comment l'enfant se comporte au cours de la journée. Mm. Si on voit qu'en fin de journée, il est hyper actif, que c'est des tempêtes émotionnelles, coup sur coup, que tout est difficile de manger, d'aller au bain, voilà, si on voit que c'est difficile, c'est qu'il lui manque encore ce temps de repos. Si on voit que en conservant la sieste, à l'inverse, il s'endort à 22h, 23h, ce qui est beaucoup trop tardif. Ce qui est compliqué, c'est que le matin, on doit accompagner l'enfant à l'école, donc on doit le réveiller de sa nuit. Du coup, après le repas, on vient mettre les enfants dans le noir. Ah bah vous voyez, elle dort. Évidemment qu'elle dort. Vous mettez n'importe quel, même adulte, dans une salle dans le noir, je pense que tout le monde va roupiller 45 minutes, c'est sûr et certain. Mais du coup, ça vient impacter la nuit. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver et de se dire, OK, j'observe mon enfant, comment il se comporte la journée, en fin de journée surtout, s'il n'a pas du tout fait de sieste, on fait un test sur le week-end. S'il s'endort le soir à 19h30, 20h, 20h30, très facilement, c'est super. Si on voit qu'il y a beaucoup de cauchemars, de réveils nocturnes, d'agitation durant le sommeil, c'est parce qu'il manquait une petite Mm. sieste la journée. Après, c'est pas forcément une sieste de dormir qu'il faut. Un temps calme peut être largement suffisant. Et ça va être, je me mets dans la chambre, je tamise un peu les lumières, je vais faire des jeux vraiment plutôt cool, des puzzles, des gommettes, des petites activités pas trop stimulantes, ou écouter des histoires, ou faire un peu de relaxation. Moi, j'aime beaucoup l'outil Mon Petit Morphée que j'ai acheté à Léon justement à Noël. Je le trouve vraiment génial. Il travaille sur les émotions, la confiance en soi, sur tout plein de choses avec des animaux, etc. Et je trouve ça chouette parce que ça permet de se détendre et on peut profiter aussi de cet instant-là pour faire un temps de pause avec son enfant, s'allonger sur le sol, faire des exercices de respiration, gonfler le ventre, souffler, gonfler le ventre, faire des petites postures de yoga si on en a envie, lire un livre, vraiment faire des choses Mm. toutes cool. Ça permet quand même de faire un break dans l'agitation du quotidien et ça permet de mieux terminer la deuxième partie de journée. Mm. Je suis tout à fait d'accord. On essaye d'œuvrer. Du coup, on essaye de rétrécir la sieste de l'école, qu'il la Ouais, réveille, pour pas ouais. qu'elle compense le... Voilà, on y travaille. En conclusion, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, faites-vous confiance, hein, c'est ça, et écoutez Ouais. ce que vous avez envie versus vos beaux-parents, votre tante, votre mère, voilà, tous les gens qui peuvent, votre pédiatre même parfois, parce que comme disait Sandra, Mm, ils sont pas toujours bien au fait hein, sur ces sujets de mm. sommeil, etc., ni d'allaitement. Donc, ils sont pas vraiment formés sur ces sujets. Donc, voilà. Après, il y en a qui sont aussi très Il y en très a qui sont bien formés. La et, mienne, et, et mais ouais, c'est génial. Moi, ce qui est rigolo, c'est que dans ma pratique, j'accompagne la nouvelle génération de pédiatres. Donc, c'est vrai qu'il y a des médecins, il y a des, et ils savent. Moi, je parle pas de pathologie quand j'accompagne les parents. Je parle de vraiment de rythme, d'équilibre familial. On est là pour décider ensemble, se questionner sur qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va plus. mm, Et c'est comme ça que petit à petit, on va tous aller ensemble dans le même sens. Donc c'est pour moi, c'est ça. C'est vraiment, si ce que vous faites vous convient, continuez. Si ce que vous faites ne vous convient plus, c'est OK de changer. C'est OK d'expliquer à son enfant, j'ai envie qu'on fasse les choses un peu différemment. Moi, je sais que tu vas y arriver et je vais t'accompagner pour ça parce que c'est mon rôle en tant que parent et ça va prendre le temps que ça prend.
Et au fur et à mesure, les parents se font plus confiance, se détendent. Quand les parents sont détendus, les enfants sont beaucoup plus réceptifs, ils sont beaucoup plus détendus et c'est un cercle vertueux. Ouais. Oui, prendre le temps de cheminer, c'est important. Et puis surtout être en capacité, comme on disait au préalable, de faire ces changements et accueillir l'émotion de l'enfant parce qu'il a le droit de ne pas être content. Je prends Absolument. l'exemple quand j'ai décidé d'arrêter l'allaitement la nuit. Clairement, à 1 an, mes enfants, ils avaient prévu de continuer de téter la nuit. J'en ai décidé autrement puisque j'étais trop fatiguée pour pouvoir continuer et que ça Mhm, impactait en fait de bien sûr. manière négative le reste de la journée. Du coup, ils n'étaient pas contents, hein. Ils ont pleuré, ils ont été en colère, mais voilà, comme tu disais, on accueille Mhm, et on est droit dans ses bottes sur le fait que nous, on sait que c'est la bonne solution parce que on ne exactement. peut pas aller au-delà de notre capacité physique. Exactement. Là, ça donne beaucoup. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc, en résumé, prenez soin de votre sommeil Mm. à chacun. C'est super important. En tout cas, si vous avez des questions, des sujets sur le sommeil, le compte de Sandra sur Instagram, La Nuit des Petits, est vraiment une bible d'informations avec plein de reels, de posts qui vous aideront. Donc, n'hésitez pas à la voir. Et n'hésitez pas à prendre, il y a des rendez-vous aussi réguliers qu'elle ouvre pour voilà, prendre contact. Je sais plus, il dure une quinzaine de minutes, je crois, Ouais. voilà, pour prendre contact si vous avez vraiment des difficultés et des questions. Elle et ses équipes sont disponibles. Merci Sandra, ce sera tout en replay et on se retrouve pour la suite cet après-midi. Je vous souhaite une très belle Merci journée à Lucille. tous. Merci à toi aussi. À bientôt.